Pendant le toast du Nouvel An, maman a déclaré « Ta sœur est débordée. Tu paieras son loyer à partir de maintenant. » C'est aussi simple que ça. Papa a ricané. Si tu dis non, ne reviens pas. J'ai levé mon verre et j'ai dit « Alors, adieu, et bonne chance pour payer vos propres problèmes. » Et là, je n'ai jamais senti la rage monter aussi vite de ma vie. Une seconde, je levai mon verre pour un toast du Nouvel An, et la suivante, je serrais le pied du verre comme si j'allais le broyer dans ma main. Maman se tenait en bout de table, rayonnante, comme si elle s'apprêtait à annoncer une grossesse ou des vacances. Tout le monde la regardait. Mon père, Lorraine, les enfants, même Kelly était arrivée à la dernière minute, ce qui aurait dû être mon premier avertissement que quelque chose d'étrange se préparait. Maman a tapoté son verre et s'est éclairci la gorge, comme si elle avait répété son discours. Et puis elle l'a dit, ta sœur est débordée. Tu paieras son loyer à partir de maintenant. C'est aussi simple que ça. Comme si elle distribuait des parts de tarte. Pas de préambule, pas de discussion, juste un décret. Je me suis figé. J'ai même regardé autour de moi, comme si j'avais mal entendu, mais personne n'avait l'air choqué. Lorraine n'a même pas sourcillé. Kelly a baissé les yeux, comme si elle ne voulait pas être impliquée. Les enfants jouaient avec un jouet par terre, inconscients de la situation. Et puis papa a parlé, d'un ton très sérieux, si tu dis non, ne reviens pas. C'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient planifié ça. Probablement depuis des jours, peut-être plus longtemps. Ils ont attendu le soir où je ne pourrais pas simplement partir sans faire de scène. Ils voulaient que je dise oui, devant tout le monde. Ils pensaient que je céderais à la pression. Au lieu de ça, j'ai levé mon verre, je les ai regardés tous les deux, et j'ai dit, alors, adieu, et bonne chance pour payer vos propres problèmes. J'ai posé le verre sans boire une seule gorgée, je suis sorti directement par la porte d'entrée, j'ai laissé mon manteau sur le crochet, et je ne me suis même pas retourné. L'air dehors était glacial, mais je ne le sentais pas. Je ne sentais rien, à part une clarté tranchante. C'était comme si des années de pression s'étaient soudainement levées. J'envoyais $1000 à Lorraine chaque mois, depuis avril. Au début, je l'avais proposé en pensant que ce ne serait que pour quelques mois, le temps qu'elle s'adapte après le départ de son mari. Mais les mois ont continué à passer. Elle n'a jamais trouvé de travail, n'a jamais essayé, elle est juste restée à la maison, disant qu'elle essayait de garder les choses stables pour les enfants. Stable, sans revenus et sans plan. Pendant ce temps, je payais son loyer, les déjeuners des garçons à l'école, des factures diverses que maman oubliait de me mentionner jusqu'à ce qu'elles soient en retard. Ils étaient tous de mèche. Ils traitaient mon argent comme une ressource familiale, et non comme le mien. Le lendemain matin, je me suis connecté à mon compte en banque et j'ai annulé le virement. Je ne lui ai rien dit. Je voulais qu'elle le sente. Elle m'a envoyé un texto avant midi, « Salut, je crois qu'il y a un problème avec le loyer. » Puis de nouveau, 2 heures plus tard, toujours rien sur mon compte. Puis elle a commencé à appeler. Je n'ai pas répondu. J'ai tout laissé aller sur la messagerie vocale. Le dernier message qu'elle a laissé durait 6 minutes et se terminait par ses pleurs, m'accusant de la stresser. Maman a appelé le lendemain, non pas pour prendre de mes nouvelles, non pas pour s'excuser, mais pour me faire culpabiliser. Elle a dit que je les avais mis dans l'embarras devant les enfants, que j'avais blessé Lorraine plus que je ne l'imaginais. Je lui ai dit calmement que je ne paierais plus un centime. Elle m'a raccroché au nez. À la fin de la semaine, Kelly m'a envoyé un message, juste un court texto gêné, « Ça va ?» Je lui ai dit que j'allais bien. Mieux, en fait. Elle n'a pas répondu. Le silence s'est installé. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a proposé de parler. Lorraine est restée silencieuse pendant quelques jours aussi, mais a ensuite commencé à publier des choses vagues sur Facebook, sur le fait d'être trahie par les personnes les plus proches. Et j'ai juste regardé, non pas parce que ça me plaisait, mais parce que j'en avais fini. Fini d'être la banque. Fini d'être la responsable. Fini de jouer le rôle dont ils avaient besoin pour ne pas avoir à affronter leur propre vie. Ils y réfléchiraient à 2 fois avant d'essayer de me manipuler à nouveau. Et je n'avais même pas encore commencé ce que j'avais vraiment prévu. Les premiers jours sans eux, c'était comme se réveiller d'une anesthésie. Mon corps était encore endolori, mais ma tête était claire. Je ne répondais pas aux textos, ne prenais pas les appels, ne m'excusais ni ne m'expliquais à personne. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone était silencieux. Et ce silence était magnifique,
jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le 10e jour, Lorraine a envoyé un texto de groupe. Moi, maman, papa, Kelly. Elle a écrit comme si elle faisait une déclaration publique. Elle a dit qu'elle était menacée d'expulsion, que les garçons avaient peur, et que certaines personnes qui prétendaient aimer la famille ont choisi de disparaître quand les choses sont devenues sérieuses. Kelly n'a pas répondu. Moi non plus. Mais maman n'a pas pu s'en empêcher. Si Amanda pense que sa fierté vaut plus que d'aider sa sœur, alors je suppose que nous savons tous où nous en sommes. J'espère juste qu'elle dort bien la nuit. J'ai quitté la conversation de groupe. 2 heures plus tard, j'ai reçu une demande de paiement Venmo de Lorraine. $1600. Pas de message, juste le montant. Je l'ai fixé 1 minute, je l'ai refusé, puis je l'ai bloqué sur l'application. Le lendemain matin, j'ai répondu à un appel d'un numéro inconnu. C'était le propriétaire de Lorraine, qui disait que j'étais inscrite comme contact d'urgence sur son bail. Il voulait savoir si je couvrirais le loyer de janvier comme avant. Je lui ai dit calmement que je ne couvrirais plus rien à l'avenir. Le silence à l'autre bout du fil a duré plus longtemps que prévu. Puis il a dit « Merci de m'avoir prévenu ». Pas de drame, juste un ton factuel que j'ai apprécié plus que je n'aurais dû. Le soir même, maman m'a envoyé un email. Pas un texto, un vrai email, tapé à la machine, avec une formule de politesse et une signature, comme si elle écrivait à quelqu'un au travail. Elle a dit qu'il m'avait soutenu pendant mes études, pendant mes ruptures, pendant mon premier emploi, que Lorraine traversait un traumatisme que je ne pouvais pas comprendre, que lorsque la famille a des difficultés, on s'entraide, on n'abandonne pas. En bas, elle a ajouté, s'il te plaît, reconsidère. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'être une personne décente. Cette phrase m'a fait serrer les dents. J'avais passé des années à les aider tous, discrètement. Quand le camion de papa est tombé en panne il y a 2 hivers, j'ai viré $700 avant même qu'il ne le demande. Quand maman a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire les courses, je l'ai ajouté à l'une de mes cartes. Quand Lorraine a dû aller aux urgences après que son plus jeune a eu de la fièvre et qu'elle a paniqué, j'ai payé la franchise. Et d'une manière ou d'une autre, à la seconde où j'ai dit non, la toute première fois, je n'étais plus une personne décente. C'est là que j'ai appelé Kelly. Elle a décroché à la 2e sonnerie, l'air étrangement nerveuse. J'ai juste une question, ai-je dit. Est-ce que Lorraine cherche au moins un travail? Il y a eu une pause. Puis elle a dit, non. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit que j'avais coupé les ponts avec tout le monde. Plus de loyer. Plus d'aide. Plus de dépôts discrets. Plus de commandes Amazon à leur porte. Plus de codes de retrait Target envoyés à Lorraine quand elle avait besoin de couches. Tout était fini. Et j'ai attendu, non pas parce que je voulais les voir s'effondrer, mais parce que je savais qu'ils le feraient. C'est le truc avec les gens qui vivent aux dépens des autres trop longtemps. Ils oublient comment subvenir à leurs propres besoins. Ils voulaient que je sois la méchante. Alors, je leur ai donné le silence à la place. Et ce silence était plus assourdissant que tout ce que j'aurais pu dire. Mais ce n'était que le début. L'effondrement était déjà en marche. Et ils ne le voyaient même pas encore. Ça a commencé plus vite que je ne le pensais. Pas le silence qui est venu en premier. Après que je les ai tous coupés de ma vie, c'était comme si j'avais disparu. Pas de texto, pas d'appel, juste un vide. Mais ce n'était pas un vrai silence. C'était le calme qui précède l'effondrement. Ils ne me contactaient plus. Je m'étais rendu intouchable, alors ils se sont tournés vers la meilleure option suivante, Kelly. Ils ont supposé qu'elle serait plus facile à manipuler. Ils n'avaient pas tort, au début. Elle a toujours été le tampon, celle qui dit d'accord juste pour maintenir la paix. Maman l'a appelée 3 soirs de suite, a dit que quelqu'un dans cette famille devait prendre le relais maintenant que j'avais décidé de partir. Papa a utilisé une approche différente. Il lui a dit qu'elle avait une responsabilité, que si elle n'aidait pas Lorraine, alors elle était tout aussi sans cœur que moi. Kelly m'a tout raconté, petit à petit. Au début, elle avait l'air dépassée. Puis quelque chose a changé. Elle a commencé à poser des questions comme « Qu'est-ce qu'ils attendent de moi, au juste, et pourquoi Lorraine ne cherche-t-elle toujours pas de travail ?» Quelques jours plus tard, elle m'a textoté « Lorraine a postulé ». Pas de grande annonce, pas de discours, juste un court texto. J'ai envoyé quelques candidatures. 3 jours plus tard, j'ai été embauché.
C'est à temps partiel. Rien de fou. J'ai fixé le message un moment. Kelly n'avait pas travaillé depuis 3 ans. Après la naissance de ses garçons, tout le monde avait en quelque sorte accepté qu'elle reste à la maison. Mais maintenant, elle passait à l'action. Non pas parce que quelqu'un l'y forçait, mais parce qu'elle voyait enfin à quoi ressemblait l'immobilisme dans notre famille. Elle ne l'a dit à personne, sauf à moi. Pendant ce temps, Lorraine s'effondrait en ligne. J'ai vu chaque publication, j'ai fait des captures d'écran de la plupart. Des citations vagues sur la trahison, des appels à la pitié, de longues légendes sur ce que signifie élever des enfants sans soutien. Ça aurait été risible si ce n'était pas si manipulateur. Les commentaires affluaient. Les gens lui disaient qu'elle était courageuse, qu'elle était forte, que certaines personnes ne comprennent pas ce que vivent les mères célibataires. Aucun d'entre eux ne savait qu'elle avait bénéficié de près d'1 an de soutien financier de ma part, et n'avait fait aucun effort pour changer sa situation. Puis est arrivée la cagnotte GoFundMe, créée par maman, intitulée « Aider une jeune mère à rester sur pied ». L'objectif, $5000. L'histoire, après une trahison inattendue de la part de quelqu'un en qui elle avait confiance, Lorraine et ses 2 garçons risquent de perdre leur maison. Trahison. Je n'ai même pas ressenti de colère en voyant ça, juste de la lassitude. Ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient me faire honte publiquement pour que je revienne, ou culpabiliser des étrangers pour qu'ils comblent le vide que j'avais laissé. La collecte de fonds n'a pas décollé. Quelques amis de la famille ont donné de petites sommes, mais rien de proche de ce dont ils avaient besoin, et les gens commençaient à poser des questions. Le Facebook de papa a soudainement présenté des publications sur la gestion du budget. Maman a annulé son voyage en Arizona et a fait tout un plat sur le fait de vouloir rester près de la maison cet hiver. Je voyais tout si clairement. Il n'était pas seulement en difficulté financière. Il paniquait. Kelly a dit que Lorraine avait de nouveau essayé de déposer les enfants. Cette fois, elle n'a même pas frappé, elle a juste textoté « Ils sont à la porte » et est partie. Maman était furieuse, a dit qu'elle n'était pas une babysitter. Papa a traité Lorraine d'inconsciente. Lorraine l'a traité de vieil homme pathétique qui ne prend jamais ses responsabilités. Ça a vite dégénéré, une dispute à grands cris. Les voisins ont entendu. Kelly a récupéré les garçons elle-même, juste pour que ça ne s'aggrave pas. Le lendemain, elle m'a envoyé un message, il pète tous les plombs. Et pour une fois, je ne suis pas au milieu. Puis un deuxième message, j'ai fait une double journée aujourd'hui. Je suis fatigué mais fier. Je n'ai pas dit grand-chose. Je lui ai juste envoyé un simple, tu devrais l'être. De tous, c'était elle que je ne m'attendais pas à voir changer. Mais elle le faisait, complètement, discrètement. Et pendant que le reste d'entre eux s'effondrait sous le poids de leur propre désordre, elle construisait quelque chose à elle. Lorraine a cessé de publier pendant quelques jours après l'échec du GoFundMe. Puis une publication est apparue. Pas de légende, juste une photo d'un avis d'expulsion scotché à sa porte, et en dessous, en petites lettres grasses, certaines personnes s'en fichent, tout simplement. Je ne l'ai pas partagé. Je n'ai pas répondu. Mais je savais ce qui allait suivre. Ce n'était pas la fin. C'était juste le milieu de la chute. Début février, les fissures n'étaient plus des fissures. C'était de larges failles béantes. Et les conséquences n'étaient plus simplement gênantes. Elles étaient réelles, tangibles, bruyantes. Lorraine a été officiellement expulsée. L'avis qu'elle avait posté en ligne n'était pas un bluff. Ce qu'elle n'a pas posté, c'est la partie où elle s'est pointée chez mes parents avec ses 2 garçons, 3 valises, et aucun plan. Papa a appelé Kelly le soir où c'est arrivé, a dit quelque chose sur le fait que Lorraine n'avait nulle part où aller, que c'était juste temporaire. Mais Kelly m'a dit plus tard qu'il avait l'air effrayé. Pas inquiet, effrayé. Comme si le poids de tout ce qu'il avait contribué à créer lui tombait enfin dessus. Les garçons n'avaient nulle part où dormir, sauf sur un matelas par terre, dans ce qui était autrefois la salle de loisirs de maman. En 2 jours, la maison était un chaos, des tout-petits qui criaient, du linge sale qui s'accumulait, Lorraine qui se disputait avec maman pour les courses. Papa aurait dit à Lorraine de commencer à chercher du travail immédiatement, et elle aurait rétorqué qu'elle était trop épuisée émotionnellement pour faire ça maintenant. Puis quelque chose est arrivé que personne n'avait vu venir. L'ex-mari de Lorraine s'est pointé. Il ne lui avait pas parlé depuis près d'1 an, pas depuis qu'il avait déménagé et avait disparu de la circulation. On supposait tous qu'il était parti pour de bon, vivant probablement dans un autre état.
Mais il s'est avéré qu'il avait gardé un œil sur la situation par un ami de la famille. Et quand il a appris l'expulsion et le GoFundMe, il a décidé que c'en était assez. Il est arrivé avec des papiers, une requête de garde. Il veut la garde exclusive des garçons. Kelly m'a appelé à la seconde où elle l'a appris. Elle a dit que maman pleurait, que Lorraine était hystérique, et que papa s'était enfermé dans le garage. Je lui ai demandé si l'ex avait une réelle chance d'obtenir la garde. Elle a dit, ouais, probablement. Il a un travail, une maison, pas de casier d'expulsion, pas de GoFundMe pour couvrir les besoins de base. Et il a des preuves. C'est là que Lorraine a recommencé à m'appeler. 6 appels manqués en un jour. Puis un message vocal, larmoyant, plein d'excuses auxquelles je ne croyais pas. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais dû laisser maman organiser ce toast, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin, et qu'elle avait le besoin de retrouver sa sœur. Je n'ai pas répondu. Puis maman a appelé, non pas pour s'excuser, ni même pour demander de l'argent. Elle a juste dit, je crois qu'on a merdé. Je crois qu'on a tous vraiment merdé. Les fissures étaient enfin assez larges pour qu'elle puisse voir à travers. Pendant ce temps, Kelly s'épanouissait d'une manière qui m'a vraiment choqué. Elle avait pris des heures supplémentaires, avait commencé à laisser les garçons chez une voisine en qui elle avait confiance, et avait ouvert un compte courant séparé, auquel personne de la famille n'avait accès. Elle a cessé de donner des nouvelles de Lorraine, a cessé de faire l'intermédiaire. C'était comme si elle s'était débranchée d'eux tous, et qu'elle avait enfin commencé à vivre sa propre vie. Elle m'a dit qu'elle pensait à reprendre ses études, quelque chose en ligne, rien d'extraordinaire, juste pour remettre un pied à l'étrier. Elle m'a même demandé de l'aider à rédiger un CV. Et la façon dont elle a demandé, ce n'était pas comme quelqu'un qui cherche une aumône. C'était comme quelqu'un qui réalisait enfin sa propre valeur. Pour la première fois, je l'ai regardé et je n'ai pas vu quelqu'un de coincé. J'ai vu quelqu'un qui s'en sortait. Mais les autres étaient toujours en chute libre. J'ai entendu par Kelly que Lorraine avait menacé de laisser les garçons chez maman et papa de façon permanente si l'audience pour la garde ne se passait pas bien, qu'elle ne pouvait plus supporter la pression, qu'elle avait le besoin d'une pause. Et maman, qui avait autrefois insisté pour que je porte le fardeau de tout le monde, ne pouvait même plus gérer 2 petits-enfants sans craquer. J'ai appris d'un cousin que papa avait commencé à vendre certains de ses vieux outils, ceux qu'il disait vouloir reléguer. Il s'est avéré que leur retraite n'avait jamais été vraiment financée. Ils avaient juste supposé que je continuerais à boucher les trous. Je suis restée silencieuse. Pas de jubilation, pas de publication de vengeance, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose se construisait. Kelly s'élevait. Lorraine s'effondrait. Maman et papa se désagrégeaient. Moi? Je préparais quelque chose que je n'aurais jamais cru vouloir à nouveau. Un dîner. Une dernière soirée, une seule table. Tout le monde était invité. Pas pour eux, pour elle, pour Kelly. Parce que de tous, elle a changé. Elle a pris les choses en main. Et pour la première fois, j'étais prête à refaire partie de cette famille. À mes conditions. Ça faisait bizarre de préparer à dîner pour des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des semaines, des gens qui, il n'y a pas si longtemps, se tenaient en face de moi à une table de fête et me disaient de payer le loyer de ma sœur ou de quitter la famille. Maintenant, je les réinvitais chez moi, volontairement, mais je ne le faisais pas pour eux. C'était pour Kelly. Elle s'était prouvée, discrètement, progressivement. Pas de théâtralité, juste de la détermination. Pendant que les autres s'effondraient, elle avait recommencé à travailler, s'était inscrite à un programme d'aide à la garde d'enfants, et m'avait dit la semaine dernière qu'elle s'inscrivait à un cours de certification en ligne. Elle avait même commencé à préparer les repas pour les garçons et avait pris l'habitude de m'envoyer par texto ses petites victoires, comme « J'ai payé toutes mes factures ce mois-ci, sans aide ». Pas de pitié, juste des faits. J'ai donc décidé, un dîner, une soirée, une table dressée correctement par quelqu'un qui ne leur devait plus rien. J'ai envoyé le message un mardi. Dîner, chez moi, dimanche à 18h. Vous êtes tous invités. Je n'expliquerai pas pourquoi. Kelly a répondu presque immédiatement, j'apporterai les boissons. Papa a répondu 3 heures plus tard, merci pour l'invitation. Puis plus rien. Ni de maman. Ni de Lorraine. 2 jours ont passé. Puis un seul texto de Lorraine, je serai là. J'apporterai le dessert. Merci d'essayer. J'ai ignoré la dernière partie. Dimanche est arrivé.
J'ai cuisiné plus que nécessaire, des cuisses de poulet rôti au romarin, de la purée maison, des haricots verts à l'ail et au citron, et du pain chaud. J'ai versé du vin dans les verres qu'il m'avait offerts pour Noël il y a des années, et j'ai allumé quelques bougies. La table était simple, mais je la sentais mienne. Pour la première fois, je la sentais vraiment mienne. Kelly est arrivée en avance. Elle avait l'air différente, même son visage. Fatiguée, oui, mais forte, comme une version différente de la sœur que j'avais toujours défendue. Elle m'a tendu une bouteille de vin et un pack de 6 d'une boisson pétillante chic. Je ne savais plus ce que tout le monde buvait. J'ai souri. Moi non plus. On a commencé à dresser les assiettes. Elle m'a demandé si j'étais nerveuse. J'ai dit non, et je ne l'étais pas. Vers 17h50, maman et papa sont arrivés. Ils sont entrés comme s'ils essayaient de ne pas avoir l'air coupables. Papa avait une bouteille de vin. Maman avait une boîte en plastique de salade du supermarché. Personne ne s'est embrassé, mais personne ne s'est disputé non plus. Puis Lorraine est entrée. Elle avait l'air triste. Pas de maquillage, les cheveux en chignon décoiffés. Les garçons étaient avec elle, silencieux. Elle tenait une tarte achetée en magasin dans une main et un sac de vêtements de rechange dans l'autre. Je ne voulais pas présumer qu'on resterait longtemps, a-t-elle dit. J'ai fait un signe de tête vers le salon. Les enfants peuvent s'installer là. Le dîner a commencé lentement. Des banalités. Des sujets sûrs. Kelly a parlé de son nouveau travail. Maman a dit quelque chose sur le fait de vouloir une maison plus petite. Papa a dit qu'il avait nettoyé le garage. Personne n'a mentionné le GoFundMe. Personne n'a mentionné janvier. Puis, au milieu du repas, je me suis raclé la gorge et j'ai regardé droit vers Kelly. Je suis fier de toi. Tout s'est arrêté. Elle a cligné des yeux, comme si elle n'était pas sûre que je sois sérieuse. Puis elle a souri lentement, comme si elle réalisait. Tu n'as pas attendu que quelqu'un arrange les choses pour toi. Tu t'es juste levé et tu as commencé à bouger. Ça compte. Personne n'a rien dit pendant un instant. Puis maman a hoché la tête un peu trop vite. Elle a vraiment grandi. On l'a remarqué. Lorraine fixait son assiette. Puis elle l'a dit, d'une voix douce, presque comme si elle l'avait répété, « Je suis désolée. » Je n'ai pas demandé d'explication, mais elle en a donné une quand même, pour cette nuit-là, pour tout ce qui a suivi. Je n'ai pas réalisé à quel point j'avais sombré, jusqu'à ce que je n'ai plus rien à jeter à la figure de personne. Elle a jeté un coup d'œil à Kelly. Et toi? Tu as fait ce que j'étais censé faire. Kelly n'a pas jubilé, n'a même pas souri. Elle a juste dit, il n'est jamais trop tard. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Puis j'ai dit, plus personne ne porte personne, maintenant. C'est la règle. Tout le monde a hoché la tête, même maman. Papa a levé son verre pour un nouveau départ. C'était le toast le plus sobre que je l'ai jamais entendu prononcer. On a fini de dîner. Les garçons riaient dans l'autre pièce. Kelly m'a aidé à emballer les restes. Lorraine s'est assise sur le canapé et a aidé son plus jeune avec ses chaussures, sans s'énerver. Maman m'a demandé si je voulais passer prendre un café le week-end prochain. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, et je le ferais, parce que pour la première fois depuis des années, l'idée d'être avec eux ne me donnait pas l'impression d'être piégé. Ils ont vu le précipice, la chute, le silence froid que je leur ai donné, et maintenant, ils marchent différemment. Je ne leur fais toujours pas entièrement confiance. Ça prend du temps. Mais j'ai vu quelque chose ce soir que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la bonne volonté. C'est suffisant, pour l'instant. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit après le dîner. Pas parce que j'étais anxieuse, juste survoltée. Tout s'était mieux passé que prévu, et rien que ça, c'était inhabituel. Je n'arrêtais pas de tout repasser dans ma tête. La façon dont Kelly se tenait plus droite quand je la complimentais. Comment Lorraine ne se disputait pas ni ne cherchait d'excuses. Comment maman restait silencieuse, alors que d'habitude, elle aurait rempli le silence de soupirs passifs-agressifs. Même papa, qui m'avait dit un jour de ne pas revenir si je ne payais pas, m'a dit merci en partant. C'était comme s'ils avaient tous été secoués assez fort pour enfin voir ce qu'ils étaient devenus. Le lendemain matin, j'ai reçu une photo de Lorraine. Elle portait un uniforme de café noir, simple, ses cheveux tirés en arrière, son badge de travers. Elle tenait une tasse à emporter et souriait. Pas un grand sourire, pas un faux,
juste un sourire fatigué et réel. J'ai commencé aujourd'hui. C'est juste le matin pour l'instant. Les enfants sont avec maman. Merci encore pour la semaine dernière. Je ne vais pas tout gâcher. J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que pour une fois, elle ne demandait rien. Pas d'argent, pas de pitié, juste un espace pour se montrer. J'ai répondu. Continue comme ça. Tu as du travail à faire. C'est tout ce que j'ai dit. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Kelly m'a appelé ce soir-là. Elle m'a dit que Lorraine lui avait posé des questions sur la gestion du budget, qu'elle voulait savoir comment commencer à payer son propre loyer, pas tout de suite, mais à terme. Je crois qu'elle a peur, a dit Kelly, mais de la bonne manière. On est resté au téléphone pendant près d'une heure, on a parlé des horaires de travail, des enfants. Pour la première fois, nos conversations n'étaient pas truffées de politique familiale ou de gestion de crise. Juste deux adultes avec de vraies vies, parlant comme des sœurs. Quelques jours plus tard, maman m'a invité à prendre un café. J'ai hésité, mais j'y suis allé. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement, juste en termes d'énergie, plus calme, comme si l'air à l'intérieur s'était apaisé après des mois de cris et de tension. Elle a fait des muffins. Je n'en ai pas mangé un, mais je l'ai remercié. Elle m'a demandé comment allait le travail, comment s'était passée ma semaine. Pas une seule fois elle n'a mentionné l'argent. Pas une seule fois elle ne m'a demandé si je reconsidérerais l'idée de les aider. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a serré dans ses bras, une vraie étreinte, et n'a rien dit de plus. Ce n'était pas parfait. Ça n'effaçait pas tout, mais ce n'était pas faux. Ce week-end-là, papa s'est pointé chez Kelly pour réparer une fuite sous son évier. Il ne lui a pas fait la morale. Il n'a pas apporté ses outils comme pour se donner en spectacle. Il est juste venu, a fait le travail, et a dit au garçon d'arrêter de grimper sur le canapé comme des fous en partant. Puis est venu le deuxième dîner, cette fois chez Kelly. Tout le monde a apporté quelque chose. J'ai apporté des légumes rôtis et une bouteille de vin. Lorraine a apporté des cookies faits maison. Ils étaient un peu trop cuits, mais personne n'a rien dit. Maman a fait une salade. Papa a même aidé à mettre la table. Les garçons jouaient dans le jardin. Pas de cris, pas de tension, juste le bruit d'enfants qui s'amusent. Au milieu du dîner, Kelly s'est penchée et a murmuré, « Tu te rends compte que personne ne t'a rien demandé ce soir ?» J'ai regardé autour de moi. Elle avait raison. On s'est assis sur son petit porche après, juste toutes les deux. Elle a pris une gorgée de vin et a dit, « C'est bizarre. Je crois qu'on est enfin en train de devenir la famille qu'on a toujours dit qu'on était. Pas parfaite, pas fusionnelle, mais réelle. » J'ai hoché la tête. Parce que quelqu'un a enfin dit non. Et c'était ça. La vérité de toute l'histoire. Le pardon n'est pas venu dans un moment dramatique, avec des larmes et de la musique en fond. Il est venu discrètement, autour d'un café, au fil des journées de travail, avec le temps. Je ne leur fais pas entièrement confiance. Je ne le ferai probablement jamais. Mais je suis sûr qu'ils ont entendu le silence que je leur ai donné. Je suis sûr que quelque chose s'est fissuré, assez largement pour que la lumière puisse entrer. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression d'être celle qui tient tout ensemble. On tient chacun nos propres morceaux, maintenant. Et peut-être que c'est ça, une famille, au fond.